J'y réponds directement à une question que les internautes m'ont posée. Celle de savoir quelles sont les habitudes de gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie. Alors, en me focalisant uniquement sur les plus grands entrepreneurs du 21e siècle, à savoir Mukesh Ambani, Elon Musk, Bernard Arnault, etc., on a constaté qu'ils ont su développer certains comportements positifs dans leur vie. Et dans cette vidéo, on se limitera juste à décrire les 7 habitudes communes chez eux tous. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager les contenus de vos proches. Allons-y. Première habitude, les gens qui réussissent sont caractérisés par la proactivité. Ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement, les gens qui réussissent prennent les devants de la scène plutôt que d'attendre que les choses viennent vers eux. Ici, vous devez comprendre tout simplement que la proactivité s'oppose à la passivité. Quand vous désirez avoir une compétence ou désirez avoir une chose matérielle, c'est vous qui allez prendre cette décision d'obtenir la chose que vous êtes en train de rechercher et de poser des actions nécessaires pour avoir la chose que vous êtes en train de désirer. Je vous donne un exemple. Vous êtes jeune et vous désirez être un basketteur. Vous devez comprendre que vous devez prendre la décision d'aller vous inscrire dans une école de basket, si cette école existe, comme il en existe des écoles de foot. Et puis par la suite, vous devez poser des actions nécessaires, c'est-à-dire vous devez vous entraîner continuellement pour être un basketteur professionnel. Un autre exemple de proactivité, c'est celui d'Elon Musk, qui a dû investir en 2004 dans l'entreprise de production de voitures électriques Tesla, à peu près 6,5 millions de dollars américains, alors que cette entreprise n'était que à son début. Et dans une époque où on ne croyait pas encore que les gens allaient choisir plutôt de se déplacer dans des voitures électriques plutôt que des voitures à combustion, à moteur à combustion. Ça, c'est ce qu'on appelle la proactivité. Ne rien attendre. Vous prenez vos propres décisions et vous passez directement à l'action pour obtenir ce que vous êtes en train de rechercher. Deuxième habitude des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent au cours de leur vie. Il s'agit ici de savoir définir les objectifs de sa vie. En fait, vous devez comprendre qu'il est impossible de réussir si on ne sait pas ce que l'on veut. Pour pouvoir réussir, nous devons définir ce qu'on appelle la mission de la vie et d'autres objectifs ponctuels qu'on s'efforcera bien sûr de poursuivre tout au long de notre vie. C'est comme entrer une adresse GPS avant de prendre la route avec son automobile. Prenons l'exemple précédent. Quand quelqu'un dit par exemple que je veux devenir un basketteur professionnel, c'est déjà ce qu'on appelle un objectif de vie. Et comme objectif ponctuel ou objectif à court terme, il peut se dire par exemple, je veux m'inscrire dans un club de basket ou dans une école de basket afin d'apprendre comment est-ce que on devient un basketteur et par la suite faire des entraînements afin d'avoir une certaine régularité et de se maintenir en bonne forme d'un basketteur. Ça, c'est ce qu'on appelle des objectifs ponctuels. Je vais vous donner maintenant un autre exemple pratique. C'est celui d'un entrepreneur à succès qui a créé l'entreprise Microsoft. Il s'agit bien de Bill Gates. Dès son plus jeune âge, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il savait déjà ce qu'on appelle sa mission de vie. C'était de bâtir une entreprise qui produira des logiciels ainsi que des ordinateurs. Et à 13 ans déjà, lui avec son ami Paul Allen, ils ont dû créer ce qu'on appelle une entreprise de programmation qu'on appelait Tide Group. Déjà à cette époque-là, il s'efforçait d'améliorer des logiciels et d'autres accessoires informatiques qui étaient produits par d'autres entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle savoir définir les objectifs et savoir connaître quelle est sa mission de vie. Et c'est très important. Ok, troisième habitude, c'est que les gens qui réussissent savent définir l'ordre de leurs priorités. Non seulement qu'ils savent dans quelle direction ils vont aller, ils savent aussi faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui l'est moins. C'est par conséquent qu'ils savent définir, bien sûr, la priorité dans chacun de leurs domaines. C'est la seule façon pour se concentrer sur des choses qui apporteront beaucoup plus de résultats positifs à leur vie et des choses qui vont leur rapprocher des objectifs. Je donne un exemple. Vous êtes décidé d'être un artiste ou que vous êtes déjà un artiste et que vous voulez vous produire sur scène. Je crois que la priorité dans ces cas serait peut-être d'abord de constituer un groupe et commencer à faire une répétition, plutôt que de commencer déjà à rechercher une salle et une date de production. Et la deuxième priorité, je crois que ça sera toujours de rechercher un financement, encore une fois, plutôt que de rechercher une date de production ainsi qu'une salle de production. Vous vous êtes décidé de faire une formation en management, des affaires en ligne. Vous devez comprendre que votre priorité serait peut-être d'assister à ces séances de cours qui sont organisées en ligne, plutôt que de passer toute votre journée à suivre des séries en ligne. Ok, ces trois premières habitudes qu'on vient de mentionner constituent ce qu'on appelle la fondation, ou encore des habitudes qui vont contribuer à votre victoire personnelle. Dans la suite de notre vidéo, nous allons mentionner maintenant des habitudes qui sont en relation avec la société ou les autres. Passons à la quatrième habitude. La quatrième habitude, c'est celle de penser gagnant-gagnant. Vous devez comprendre que les gens qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie, sont des gens qui ne sont jamais égoïstes. Ils pensent en fait à leur réussite personnelle en premier lieu, mais aussi pensent à la réussite commune du groupe. Et tout ceci est bien clair et bien élucidé. Vous devez comprendre tout simplement que le monde ou l'univers ne se limite pas à vous. Vous appartenez à une certaine société, vous appartenez à un certain groupe.
Il n'y a pas que vous qui méritez de réussir, mais il y a aussi la nécessité que le groupe réussisse. Voilà ce que cela veut dire. Prenons l'exemple de la société Tesla. La mission de Tesla s'énonce comme suit: viser une transition mondiale vers un schéma énergétique renouvelable et durable en produisant toute une gamme complète de voitures électriques. Vous allez comprendre par là que la société Tesla ne vise pas tout simplement à produire des voitures électriques et se faire de l'argent, mais plutôt encore une fois à éviter les effets néfastes liés à l'utilisation de l'énergie fossile. Et cette énergie fossile, c'est celle qui est utilisée dans les voitures dites, voitures à moteur à combustion. C'est-à-dire des voitures utilisant à la fois, soit en fait les carburants, gasoil ou encore une fois de l'essence. Vous devez comprendre que ces véhicules-là vous produisent ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre ont plusieurs impacts négatifs sur l'humanité ou encore sur le monde. Voilà. Et donc, vous comprenez par là tout simplement que la société Tesla ne cherche pas tout simplement à gagner de l'argent. Il cherche à protéger tout simplement l'humanité des effets néfastes. Ça, c'est ce qu'on appelle penser gagnant-gagnant. Cinquième habitude. Les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ce sont des gens qui savent écouter les autres. Savoir écouter les autres, c'est une qualité qui est très primordiale pour réussir dans tous vos projets. En fait, avant de se faire comprendre, ils cherchent d'abord à comprendre les autres. Et ceci peut être très utile, car en écoutant les autres, on peut éviter des ennuis inutiles. En écoutant les autres, on peut aussi corriger ses propres erreurs. En écoutant les autres aussi, on peut prendre des décisions qui risquent de favoriser ou qui satisfont les deux parties qui font partie intégrante d'un groupe. C'est très très important. Je vous donne l'exemple d'un couple. Si vous êtes dans un couple et que vous êtes... En fait, il y a deux conjoints dans un couple. Si vous voulez rendre heureux votre conjoint, vous devez être à l'écoute de ses désirs ainsi que de ses préférences. Et tout cela va se détecter à travers des conversations que vous allez engager avec votre conjoint. Et c'est très nécessaire parce que tout simplement cela va contribuer à la stabilité de votre couple. C'est comme entretenir pratiquement les feux afin qu'ils demeurent ou qu'ils durent pendant plus longtemps. Voilà. Deuxième exemple qui est beaucoup plus pratique, je prends l'exemple d'une multinationale, d'une entreprise qui est beaucoup plus connue dans le monde. Il s'agit pratiquement de BlackRock. C'est la plus grande multinationale de gestion d'actifs au monde. En 2017, elle était dirigée par un certain monsieur du nom de Larry Fink. À cette époque-là, il déclarait que le Bitcoin, c'était tout simplement un index des blanchiments d'argent, plutôt que un outil qu'on devait prendre avec beaucoup plus de sérieuxité et qui était légal pour lui. Et c'est ce que soutenaient la plupart des gens qui étaient dans le monde de finance. Pour eux, ils considéraient tout simplement les bitcoins beaucoup plus comme étant une menace plutôt qu'une opportunité. Mais ces temps se sont écoulés. Et mais le même Larry Fink, lorsqu'il a été conseillé par ses plus proches qui étaient spécialisés dans les domaines, il a dû revoir ses propos, il a dû corriger ses propos. Il a commencé à affirmer que tout simplement, les bitcoins n'étaient pas tout simplement quelque chose qu'on devrait négliger, ce n'était pas un actif qu'on devrait négliger, ça devrait être considéré comme un outil financier très appréciable et très légal. Ça, c'est ce qu'on appelle écouter les autres. Sixième habitude, les gens qui réussissent fonctionnent en synergie. Fonctionner en synergie, cela veut tout simplement travailler ensemble pour la réalisation d'un objectif commun. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui travaillent dans leur propre coin. Ce sont des gens qui essayent de collaborer avec les autres pour trouver de nouvelles idées. Ce sont des gens qui demandent les avis extérieurs pour pouvoir corriger leurs propres erreurs et s'aligner sur un point de vue qui peut être acceptable à la société. C'est ce qu'on appelle pratiquement la synergie. Alors, donnons un exemple qui est beaucoup plus pratique. Quand on parle de l'entreprise informatique Microsoft, on croit que c'est Bill Gates. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas seulement Bill Gates. Microsoft, c'est aussi Paul Allen qui a été à la base de la fondation de cette entreprise et qui est surtout à la base de la création du système d'exploitation PC-DOS. Malheureusement, qu'il est décédé en 2018. Mais Microsoft, c'est aussi Steve Ballmer qui a été PDG vers les années 1980 et qui a propulsé déjà l'entreprise à cette époque-là. Il a été à la base de certains projets phares tels que Xbox, tels que l'achat des Skype à 8,5 milliards de dollars américains, le développement de Office 2003 et d'autres projets que nous ne pouvons pas citer à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle la synergie. L'effet qu'on peut s'associer pour travailler tous pour un objectif commun et pouvoir l'atteindre. Et de ne pas se préoccuper tout simplement de ces objectifs spécifiques, de ces objectifs personnels, plutôt que des objectifs du groupe. Septième habitude, ils se forment continuellement. Les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie savent très bien qu'il est nécessaire de s'y former. Et ils considèrent toujours qu'ils n'ont pas atteint leur maximum en termes de connaissances et de compétences. Ils savent très bien que savoir et savoir-faire ne sont pas figés dans les temps. Voilà pourquoi ils pratiquent ce qu'on appelle l'amélioration continue, qui consiste à se former continuellement. Prenons l'exemple le plus concret que nous connaissons, c'est celui de l'un des plus grands entrepreneurs, des plus grands investisseurs au monde, à savoir Warren Buffett, qui pèse à l'heure actuelle à peu près 130 milliards de dollars américains à titre de fortune. Du haut de ses 90 ans, ce monsieur ne s'est jamais fatigué de lire. Et il lit jusqu'à 100 pages par jour
pour développer tout simplement ses connaissances. Imaginez-vous un monsieur qui a aujourd'hui 90 ans et lire 100 pages par jour. C'est passionnant tout ça, non? Voilà. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager les contenus de vos proches. Et surtout, n'hésitez pas aussi de partager vos propres avis en commentaire. Bye et à la prochaine.